Bonjour la team, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live sur One Piece, sur le chapitre 1144 de One Piece. Donc voilà, il est bel et bien sorti aujourd'hui, il est même sorti très tôt les gars. Donc voilà, par rapport aux dernières semaines où il sortait le vendredi matin, voire après-midi, là il est carrément sorti le jeudi. Je pense qu'il devait être 14h. Donc on a la chance de pouvoir réagir à ce chapitre et du coup je vais essayer d'analyser en profondeur toutes les informations qu'il peut y avoir. On aura aussi des informations visuelles, c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc voilà, installez-vous bien, préparez-vous parce qu'il y aura tout simplement pas mal de révélations. Avant, comme d'habitude, les gars, petite auto-promo, n'hésitez pas à rejoindre la team, à follow, liker, commenter, parce que ça nous aide énormément, que ce soit dans l'algorithme ou le référencement. Merci à toutes les personnes qui soutiennent, ça fait énormément plaisir. Et évidemment, vous avez le Discord si jamais vous voulez avoir des informations complémentaires, avoir accès à des théories d'abonnés, ou même tout simplement discuter avec la commu, ou prendre contact avec moi, je sais pas, peut-être il y a des gens qui veulent me poser des questions, pardon, n'hésitez pas, il y a des salons dédiés. Et sinon, vous avez évidemment le Twitter, c'est là-bas où je publie tout simplement les spoils, donc voilà, vous les aurez en première fraîcheur vraiment le plus tôt possible. Les dernières semaines, c'était carrément moi qui avais la première publication à l'échelle francophone. Vraiment, c'est même pas pour me vanter, c'est juste je vérifie, je les suis, je vois un petit peu toutes les personnes qui publient les spoils et des fois je suis devant et des fois c'est eux. Donc voilà, un gros GG à leur travail, mais voilà, on fait la même chose. Donc on peut que se féliciter par rapport à ça. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Et puis vous connaissez, vous avez les petites souscriptions. Si jamais vous voulez participer de manière financière, faites-le que si vous avez envie et que si vous le pouvez, parce que ça aide énormément la chaîne, ça permet de financer le matériel et aussi les nouveaux concepts. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font, vous êtes les GOAT. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette auto-promo. Je pense qu'il est temps tout simplement partir pour une analyse complète de ce chapitre 1144. Let's go les gars. Donc let's go les gars, si vous êtes chaud, on est parti pour le chapitre 1144, donc voilà, ça s'appelle le temps des guerriers, donc voilà, là ça va commencer à combattre, ça va commencer à envoyer quelques petites attaques, très très hâte, surtout que vraiment j'ai l'impression qu'au niveau des dessins, Oda s'est surpassé, j'ai vu quelques images, j'ai pas regardé le chapitre les gars, vraiment, j'ai regardé que la première page et la dernière, et je suis agréablement surpris de la qualité des dessins, vous allez voir, je peux que être surpris les gars, donc c'est parti. Ok, donc c'est parti les gars, on est sur la première page avec la mini-aventure de Yamato, donc voilà, Yamato qui a sauvé donc des geishas, donc c'était les fameuses femmes qui étaient au pied de Uzu, donc je sais pas si c'est exactement les mêmes, parce qu'elles avaient l'air de la mini-aventure, elles avaient l'air d'être en bonne compagnie et être contentes d'être là, mais là elles pleurent, donc je pense qu'elles sont contentes d'être libérées, donc peut-être que c'est pas les mêmes, on verra un petit peu les kimonos, mais peut-être qu'elles faisaient semblant aussi, c'est très très probable. Ensuite on a Minamoto, je crois qu'il s'appelle, avec évidemment ces deux clous dans le nez qui vient d'être libéré, donc je pense qu'il a été capturé parce que il était charpentier et je pense que Uzu avait besoin de lui. Peut-être que même la maison qu'on a vue où ils sont actuellement a peut-être été créée par ce charpentier pour avoir une planque tout simplement. Donc voilà, le titre c'est le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 29e épisode. On a retrouvé Minamoto, le charpentier, et on a libéré les filles. Donc voilà, une mission accomplie. On arrive je pense à la fin du dénouement de cette mini-aventure. Maintenant il reste plus que le cliffhanger. Je dirais on va essayer de comprendre tout simplement où Oda veut nous mener avec cette petite mini-aventure. Oubliez pas que voilà, chaque fin de mini-aventure, Oda nous tease tout simplement soit la réapparition des personnes, soit des informations qui vont potentiellement servir au manga, comme par exemple la fresque d'Ener. D'ailleurs, dans la mini-aventure d'Ener, c'était les deux. On avait eu la fresque avec plein d'informations sur la suite du manga, et on avait eu un cliffhanger où Ener se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il est plein d'énergie, il a une armée, il a fini tout ce qu'il avait à faire sur la Lune, donc où peut-il bien se rendre potentiellement? Donc ça, c'est une des choses qu'on verra prochainement dans les chapitres. Ok, je pense avoir tout dit. Il y a aussi Otama qui est là et qui libère, qui est d'ailleurs contente, qui a participé au combat. Vraiment, Otama, Kunoichi, bientôt une ninja en devenir. Ok, c'est parti. Première page de chapitre. On a donc directement ce mastodonte légendaire. C'est magnifique. Donc on commence avec le message de l'éditeur qui dit ces deux-là visitent l'arbre d'Adam. Donc voilà. Vraiment, Franky, il a le meilleur rôle dans l'histoire. Il visite l'arbre d'Adam. Donc là, il est vraiment en pleine visite d'Elbaf. C'est exactement ce qu'on voulait. Et du coup, on a Franky qui dit qu'est-ce que c'est que ça, et Ripley qui répond alors tu penses que c'est quoi? Et là on voit justement un espèce
d'arbres, maisons, robots. Je sais même pas si on peut appeler ça un robot. On dirait soit une maison antique ou soit tout simplement l'épave d'un robot. Hein. C'est vrai que ça ressemble à des yeux, mais ça ressemble aussi à des aérations. Hein. Et en plus de ça, ça me fait vraiment penser au film de Miyazaki. Ça j'ai l'impression de l'avoir vu 15 milliards de fois dans les films de Miyazaki. Cette espèce de robot antique qui sommeille parce que voilà, c'est ce qui existait il y a très très longtemps. Je trouve ça magnifique, avec la nature évidemment qui reprend le dessus. Alors, Ripley qui dit, il a toujours été là. Ce truc pue la science. Donc ça, c'est Franky qui dit ça. Et Ripley répond, comme t'es un cyborg, je me suis dit que ça t'intéresserait. Donc voilà, le fait qu'elle lui dit, vu que t'es un cyborg, ça t'intéresserait. Pour moi, le côté robotique a clairement sa place dans les théories et dans l'interprétation de cette page. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est magnifique. Et en termes de taille, on est vraiment sur une taille colossale. On est sur une taille bien plus grande qu'Emmett. Parce que là, on voit justement Ripley qui est juste ici, Franky qui est juste en bas. Et le robot est gigantesque. Emmett, on aurait pu dire qu'il se serait arrêté là, peut-être un peu plus haut, tu vois, et les Gorosei entre les deux. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est largement supérieur en termes de taille. Donc c'est vraiment fou. Je me demande un petit peu ce que ce robot pouvait faire et qui l'a construit, parce que ça doit être vraiment une construction de quelqu'un de gigantesque, tellement l'œuvre est gigantesque elle-même. On continue. On voit donc Lilith et Bonnie qui sont toutes les deux ensemble. Lilith dit « Hey Franky, beau travail, tu l'as trouvé. Je pensais te montrer ça plus tard, c'est trop cool ici Franky. » Ça c'est Bonnie qui dit ça, c'est légendaire. Donc voilà, ils réagissent un petit peu à la découverte de cet endroit, même si on peut dire de spécimen, hein, je pense que les deux sont valables. Et Franky dit, Bonnie et Lilith, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et Lilith dit, on s'est perdu, heureusement tu nous as retrouvés. Alors comme ça, même les génies peuvent se perdre. Et Ripley dit, heureusement qu'on est tombé sur vous, j'ai entendu une sorte d'alarme retentir, ça veut dire que la forêt n'est plus sûre. Ok, donc ça c'est par rapport à tout ce qui s'est passé avec les enfants, les chevaliers divins, etc., etc. Donc Lilith répond, cet endroit est vraiment incroyable. À vue de nez, il doit avoir plus de 3000 ans. Hein, tu te fous de moi? Tu sais ce que c'est 3000 ans? Et Ripley qui dit, je ne peux pas te contredire, même les habitants d'Elbaf ne savent pas ce que c'est. Donc ça c'est parfait, parce que voilà, on avait émis pas mal de théories par rapport à ce que je vous disais sur la temporalité. Si Ripley est au courant du nombre d'années que le robot est là, ça veut dire qu'elle en sait beaucoup trop. Ça veut dire que sur les 3000 dernières années, elle était capable de chronologiquement répertorier tout simplement les événements. Sauf que là, elle n'est pas du tout au courant. Ça veut dire que la théorie sur le fait que la fresque représentait une guerre antique dont même les géants d'Elbaf ont oublié est encore valable grâce à cette phrase. Donc voilà, comme quoi chaque petite phrase donne énormément d'informations. Et le fait que ce soit Lilith qui le dit est beaucoup plus logique, et en plus ça corrobore ce que je vous disais sur l'intérêt d'avoir un des Vegapunk dans l'équipage des Mugiwara. C'est vraiment ça, le fait de pouvoir analyser certaines choses qui sont vraiment analysables que par quelqu'un de ultra intelligent comme Lilith, le côté scientifique. Même Franky qui a un petit peu ce côté scientifique, jamais il aurait pu dater quoi que ce soit ou comprendre quoi que ce soit par rapport à ce robot. En tout cas, c'est légendaire, je suis trop content parce que voilà, tout corrobore ce qu'on avait dit depuis des semaines, des mois, donc on peut que être content. Page suivante. Et c'est Lilith qui dit, ça vaut le coup de l'étudier, je pense, c'était ça plutôt la phrase. Donc ça vaut le coup de l'étudier, je crois que je vais m'installer ici. Donc voilà, c'est Franky qui dit pour que tu te perdes une nouvelle fois. Peu importe, je viens aussi. Et du coup, on a Bonnie qui est, ah oui, elle est abasourdie, et Franky court et dit, mais qu'est-ce qui se passe Bonnie? Et du coup, elle répond, il y a quelque chose derrière vous. Ce qui me terrifie, ce sont les tempêtes. D'ailleurs, je me demande pourquoi ce qui me terrifie, ce sont les tempêtes. C'est écrit comme ça. Je pense que c'est en rapport avec les enfants de l'école qui, justement, ont dû marquer tout simplement en dessous de chacun de leurs dessins. Et du coup, là, cette peur représente les tempêtes. Et d'ailleurs, les tempêtes qui ressemblent étroitement à Zeus quand il est en colère. Et là, du coup, on voit un petit peu que les monstres de la forêt, donc les monstres des rêves, les monstres de Gillingham, sont vraiment en train de se déplacer sur l'entièreté de l'île. Comme quoi, vraiment en termes de portée, d'efficacité, de pouvoir de destruction, Gillingham, il est vraiment au top du top. Hein. Franchement, je suis même assez choqué de le voir aussi fort. Hein. Ensuite, on voit Franky qui dit « Misère, Elbaf, le pays des mystères ». Et Ripley qui est choquée, elle aussi d'ailleurs, c'est bizarre de l'avoir choquée comme ça, qui dit « Je ne sais absolument pas ce qu'est ce truc ». Donc voilà, tout le monde est choqué et c'est assez logique. Ensuite, on retourne vers le village de l'Ouest et du coup, on voit cette fois-ci un petit message qui dit « Ce qui me terrifie, c'est Drogn ».
donc les Drognes ou Drogne, hein, peut-être que c'était une et même personne. Hein. Je pense que Drogne pourrait être tout simplement une personne existante, je sais pas, au siècle oublié ou peut-être avant, et qu'il aurait mangé le même fruit que Brook. Et c'est pour ça qu'il serait en squelette, et cette fois-ci ce serait plutôt à Lunaria, étant donné que voilà, il a une flamme dans le dos, donc ça pourrait être un squelette de Lunaria et en même temps quelqu'un qui existait il y a très longtemps et qui a mangé le fruit de Franky. Ça expliquerait un petit peu tout le chara-design et aussi les peurs qu'il y a autour de ça, et le fait que ce soit une histoire qui soit contée sur Elbaf pour que les enfants puissent avoir peur de ça. Donc voilà, c'est une des théories probables, mais voilà, c'est quand même beaucoup d'interrogations sur le côté flamme dans le dos, etc., etc. On continue. Dessoulez et prenez vos armes, l'unité anti-incendie a été neutralisée. C'est drogue de nom. C'est un zombie. Ils viennent de l'imagination des enfants. C'est quoi ce bordel? Ça, je sais pas comment ils ont trouvé l'information, mais voilà, plutôt perspicace. Plutôt perspicace, les géants de Elba, franchement légendaires. On continue. Et les chefs, ils doivent se bouger et prendre les choses en main. Ils ont trop bu et se sont précipités aux toilettes. Du coup, tous les adultes sont là en mode mais what? C'est pas mal les chefs d'Elbaf, hein, franchement efficace. Et du coup, Brook qui regarde le Drogne et qui dit mais ce squelette géant me dit quelque chose, c'est moi. Blague de squelette. Emmenez les invités en dehors du village. Je vais vous transporter avec cette table. Et du coup, Usopp qui dit attends, fais pas ça, on va se battre aussi. Et Jinbei qui dit bien dit. Même Elbaf trouve cette situation étrange. Donc il y a quelqu'un qui dit c'est hors de question Colon. Du coup, on va voir justement la suite juste ici. Mais pourquoi? Je suis un guerrier moi aussi, je veux me battre. Ne dis pas n'importe quoi, Colon. Je suis le fils de Kaban, exactement. Tu es son fils, tu n'es pas lui. Les enfants doivent se regrouper dans un endroit sûr, compris. Et du coup, on a Nami qui dit Jarl, qu'est-ce qui se passe ma jolie? Il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit. Et Nami dit désolé. Il y avait plusieurs intrus dans le château, dont un qui ressemblait à Shanks le roux. Ouais, et les deux étaient super forts. Apparemment, l'un d'eux avait des pouvoirs étranges. Dans ce monde, quand il se passe un truc bizarre, la première explication, ce sont toujours les fruits du démon. Si c'est vraiment un phénomène inconnu, il y a de grandes chances qu'il soit derrière tout ça. Évidemment, c'est ce qu'on vous disait les gars. Mais attention, parce que Oda, c'est un vicieux. C'est un vicieux le petit Oda. Parce qu'il pourrait tout simplement mettre cette phrase pour qu'on se dise ouais, de toute façon, c'est sûr, c'est un fruit du démon. C'est sûr, c'est un fruit du démon. Et en fait, il y a une nouvelle mécanique qui est mise en place et en fait c'est pas du tout lié au fruit du démon et ça c'est vraiment probable, hein. C'est vraiment probable, pour nous retourner le cerveau il est vraiment fort. Donc on continue, on voit Jarl qui dit il faut alerter tout le pays, 2 humains qui ne font pas partie de l'équipage du chapeau de paille se sont infiltrés ici, prévenez tout le monde si vous voyez quelque chose. Compris, seulement 2, vu les phénomènes actuels je pense qu'ils sont plus que ça. Et c'est assez intéressant qu'ils disent ça Brook alors qu'en vrai de vrai, franchement c'est vraiment l'œuvre d'une seule personne. Bon, on peut dire 3 parce que voilà, Gunko elle a mis les flèches, Somers a mis pique là, enfin les ronces, et Gillingham a vraiment fait la plus grosse partie du travail. Mais voilà, pour moi, c'est plus Gillingham qui fait tout le taf. Et du coup, c'est Jarl qui réagit et qui dit plus que 2, ça marche. Donc on a mis qui dit je ne sais pas qui ils sont ni d'où ils sortent, mais enlever des gosses en plein jour, je ne laisserai pas, ces enflures sont tirées comme ça. Usopp répond si ça continue et que les gens sont pris en otage, vous pensez qu'ils vont exiger quoi d'Elbaf? Donc ça c'est intéressant parce que ça c'est des phrases vraiment qui vont tout simplement faire poser des questions mais au lecteur. Parce que voilà, ça c'est des choses qu'on savait déjà, ils vont exiger quelque chose d'Elbaf. Et là, ce qu'ils veulent, c'est qu'Elbaf rejoigne le gouvernement mondial. C'est vrai que quand on kidnappe des enfants, souvent, c'est pour demander quelque chose en retour, une rançon, etc., etc. Donc, c'est légitime de penser ça. Usopp qui dit « Je n'ai jamais vu un truc pareil ». Et Jarl répond « Ça ne se passera pas comme ça ». On a du coup Jinbei qui dit « On va vous aider à tout préparer ». Et Jarl dit « Il n'en est pas question. Vous êtes nos invités. Allez vous cacher dans un endroit sûr. » Et du coup, tout le monde dit non, attends. Et les gens cherchent Dory et Brogy et quelqu'un répond, ils sont aux toilettes. Quoi, ils sont encore bourrés? Comment ils peuvent s'en sortir comme ça Ok, Jinbei qui dit, mais si ce sont des humains, c'est à nous de nous en charger. Ouais, on laisse les gros trucs aux géants. On va trouver ces intrus. Ça, c'est Usopp qui dit ça. Et Brook dit, malheureusement, Elbaf est immense. Avec nos jambes, ça va être un peu compliqué. Et du coup, on voit Nami qui a remarqué qu'il y avait Colon au loin. Et Colon qui dit, oh oui. Oh oui. Et les Mugiwara viennent et disent « Je pensais que vous allez m'arrêter. Vous voulez monter avec moi. Vous pouvez seulement si c'est moi le capitaine. » Et du coup, Nami rigole en mode « il est trop mignon. » Et ça, c'est vraiment le côté, je dirais pas maman de Nami, mais le côté je prends soin des enfants. Donc Colon qui est content et qui dit « Pirate de Colon, c'est parti. C'est toi le géant, alors c'est toi qui iras. » Et je suis mort, bah oui, parce que vu la taille des rames, ça va être compliqué pour eux ça.
Et du coup, il dit charger. Et c'est assez marrant parce que vraiment, il a le même comportement que Luffy, tu vois. En mode insouciant et let's go, on y va. Ok. Donc là, on voit Gunko écouter de la musique avec son casque. Et en plus, elle le met en mode stylé, tu vois. Quand t'as un chapeau, comme moi, par exemple, une casquette, tu le mets comme ça, ton casque, parce que sinon, il te gêne pas. Comme quoi, ça a été vraiment pris en compte. Et du coup, il y a marqué TD dessus, donc ça doit être la marque du casque. Ou peut-être les initiales de quelque chose. À tous les habitants du Royaume du Soleil, des humains non affiliés à l'équipage du Chapeau de Paille ont été repérés au château d'Holst. Ils sont probablement dangereux. Et du coup, là, on voit la discussion entre Sommers, Gunko et Gillingham. Avec Gillingham qui dit « Ça y est, Gunko a commencé son rituel post-déjeuner. » Et elle répond « C'est pas un rituel, j'aime ça, c'est tout. » Et Sommers dit « On peut jouer ce qu'on veut là-dessus, pas vrai ? Allez, laisse-moi mettre une chanson. Ça doit être sympa de se balader avec un truc pareil. C'est quoi ta chanson préférée ?» Et Gunko répond « New World. » Ça, c'est assez intéressant. Du coup, on voit Sommers dire « Il te plaît pas le monde actuel ? Ne te moque pas de ce que les gens aiment, Sommers. » Et du coup, il répond « Désolé, mais regardez un peu là-bas. Ces adultes sont prêts à tout donner pour sauver les gosses. » Du coup, je pense qu'il parle de Saul avec Robin et Chopper. Alors, Saul qui dit « Voilà, maintenant, je ne me ferai plus poignarder. Je vous laisserai pas aller plus loin. » Et Robin et Chopper qui disent « Bien joué, Saul. Vous voulez suivre ce machin blanc, c'est ça ? Ce truc se dirige tout droit vers les flammes. Si je ne les arrête pas, tout le monde va mourir. Il faut que je les arrête. » Et du coup, on a donc Saul avec son bouclier qui stoppe un enfant. Mais voilà, le problème, c'est qu'en stoppant un enfant, ça engrange des collisions. Et les collisions font que... Voilà, ils se plantent les uns les autres. Mais bon, ça va. Par rapport à ce qu'on avait lu dans les spoils complets, je trouve que là, c'est plus décent, c'est plus correct. J'avais l'impression vraiment qu'ils se faisaient déchiqueter les enfants. Mais là, ça va, ça va. Ils ont été respectés. On est bien dans One Piece. Ok. Et du coup, Saul dit « Ah, désolé, il va à Scaldi. Tout va bien, Olaf ?» Et merde, si j'en arrête un, les autres se font poignarder à leur tour. Et Robin qui est dégoûté et qui dit « Les pauvres, ce piège est horrible. » Et du coup, elle continue avec Saul. On doit trouver l'origine de ce phénomène. Tu penses que c'est près d'ici? Mais si on fait ça, les gosses vont se jeter dans le feu. Je vais faire ce que je peux. Si par devant ça marche pas, je vais les choper par l'arrière. Super, il est libre. C'est vrai que ça a bien marché au final. Il arrive du coup à le stopper. J'ai l'impression qu'on peut les libérer un par un. Et là, par contre, on voit que Saul regarde en l'air parce que quelque chose approche, et là on voit que c'est Fenrir, donc le fameux loup dessiné par les enfants, et justement, ce qui me terrifie, c'est Fenrir. Du coup, Saul est choqué, il dit quoi? C'est pas vrai, ce truc les aide, qui les contrôle? Du coup... Chopper écrit, et à l'école on voit tout simplement Ange parler au directeur et dire: Monsieur le directeur, c'est pas juste dans le village de l'Ouest, des monstres apparaissent dans les autres villages, ils apparaissent sur tout Elbaf, quelqu'un est forcément à l'origine de ce bazar, on doit retrouver le coupable au plus vite. Et Ange répond: compris. Et du coup, à bord du village de l'Ouest, donc là c'est le Drogne et les géants ont réussi à en venir à bout. Parfait, j'arrive pas à croire que Drogne existe vraiment, il était tout seul et il nous a donné du fil à retordre. Emmenez les blessés au village. Et là, du coup, on voit un dragon. Et du coup, les géants sont vraiment choqués. Et là, ils disent Nidhogg. Ce qui me terrifie, c'est Nidhogg. Donc voilà, Nidhogg, ce serait le fameux dragon. Et de l'autre côté, on voit, ce qui me terrifie, ce sont les fantômes. Et du coup, on a un fantôme. Et les géants disent, on va pas tenir. Les monstres continuent d'arriver sans arrêt. On ne pourra pas protéger le village, que tout le monde recule. Et là, on voit Dory et Brogy. Et on entend, on y va Dory? Je suis avec toi, Brogy. Et là, on voit une attaque légendaire de Dory et Brogy, donc la fameuse attaque Hokaku. Ils sont tous les deux sur Grand Eric version Sval, donc en mode volant, et ils disent: voilà le Great Eric version Sval, vous allez le payer, sale monstre. Vous êtes venu sans boisson. Et du coup, on voit deux géants qui disent: voilà les chefs. Non, c'est tout l'équipage des géants. Désolé pour le retard, tout le monde. Quel gâchis. On a vomi tout l'alcool. Laissez-nous gérer ça. On va démolir ces créatures. On vous laisse vous occuper. Et du coup, on a Gaban qui arrive en dernière page, même dernière case, et qui dit: quoi, monsieur Ya, le ratiboiseur. Ce navire est invincible maintenant. Évidemment que maintenant qu'il y a Gaban, impossible de venir à bout du navire. Ok, donc voilà. Gaban qui boit et qui rigole. Et d'ailleurs, il y avait une phrase qui disait, elle n'a pas été retranscrite. Comme quoi Gaban dirait pourquoi vous avez vomi tout l'alcool? Et au final, je crois que ça a été changé par vous êtes venu sans boisson. Voilà, deux sens différents, mais les deux sont possibles. Et du coup, on a le petit message de l'éditeur qui dit: il passe à l'action, le bras gauche du roi des pirates, Scooper, Gaban. Donc voilà.
voilà, fin du chapitre 1144. On va passer à l'analyse, les gars, mais voilà, superbe chapitre avec des dessins légendaires. Et du coup, on avance petit à petit. Effectivement, comme on l'avait dit, théorie validée sur le fait que Gaban prend part au combat, c'était une certitude. Et au final, il prend part au combat avec les géants. Donc voilà, ça pourrait être sympathique. Parce que ça sépare un petit peu les forces. Ils vont mettre Gaban avec les géants au village de l'ouest. Au village de l'est, il y a Jarl, Jinbei, etc. Il y a tout le monde. Ensuite, on a vers la bibliothèque Robin avec Chopper qui vont sûrement avoir besoin d'aide étant donné que voilà, il y a quand même 3 chevaliers divins vraiment juste à côté. Et potentiellement Luffy, Sanji et tout ça qui pourrait arriver très prochainement. Et voilà, le dernier groupe, eux, se situe tout simplement dans l'Underworld. Sans oublier Franky et Ripley qui, eux, sont, on va dire, à l'arrière de l'arbre. Je sais pas vraiment où c'est, mais on a l'impression que les 4 groupes sont un petit peu éparpillés un peu partout. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient loin, en tout cas, des autres personnes. Et voilà, Franky qui est avec Bonnie, Lilith et Ripley forment un petit peu le dernier groupe. Et eux vont tout simplement se battre contre la version nuage, éclair, tempête, ce que vous voulez, des fameux monstres cauchemars. Donc voilà, on va passer maintenant à l'analyse, les gars. Donc let's go les gars, analyse du chapitre 1144 de One Piece. Donc voilà, beaucoup d'informations visuelles ont été transmises, je suis trop content. On va commencer avec Gaban et on terminera avec le robot antique et tout ce que je pourrais vous donner comme information là-dessus. Donc voilà, Gaban entre dans le combat, théorie validée sur le fait que voilà, Gaban ne pouvait pas rester insensible sur ce qui allait se passer par rapport aux chevaliers divins, aux enfants, etc. C'était obligatoire qu'ils prennent part à la bataille. Et je pense que ce qui va être bien, c'est plutôt le développement autour du power scaling. C'est-à-dire, on va pouvoir potentiellement le jauger, savoir à quelle puissance il est et par quels moyens il est capable tout simplement de combattre les chevaliers divins. Il faut bien comprendre, au niveau de la narration, il y a plusieurs parties. Il y a la partie Robin, Saul qui sont vers la bibliothèque et qui sont très proches des chevaliers divins qui sont dans la forêt juste à côté. Et je pense que Gaban, eux, ils sont plutôt loin parce qu'ils sont dans le village de l'ouest. Dans le village de l'est, il y a Nami, Jinbei qui ont pris justement le bâton avec Colon, mais eux vont se diriger vers le champ de bataille, donc potentiellement rejoindre Saul, etc., etc. Pour moi, c'est le plus logique. Et sinon, on a au fond Franky avec Ripley qui, eux, vont combattre justement cette tempête bizarre en dessin. Donc pareil, eux je les vois pas bouger pour l'instant, mais ce qui est sûr c'est que il va falloir une confrontation avec les chevaliers divins et je sais pas qui va arriver en premier. Si Gaban arrive en premier, je dirais que ce serait trop abusé dans le sens où voilà, le combat va rentrer directement dans le vif du sujet. Non, je pense que plutôt moi c'est les personnes qui vont galérer de ouf, qui vont commencer à rencontrer les chevaliers divins. Je vois bien Robin combattre Gunko, ça c'est quelque chose qui pourrait se faire, combattre femme. Robin pourrait galérer étant donné la puissance de Gunko au vu de son titre de chevalier divin. Je pense que elle devrait être au-dessus de Robin, même si Robin avec un power-up pourrait la battre. Et pour ce qui est de Jinbei, etc., ils arriveraient, je pense, pour sauver Robin, Chopper et Saul, in extrémiste, en attendant, étant donné qu'ils sont sur la route. Ensuite, il y a un dernier groupe que j'ai pas pris en compte, c'est le groupe de Luffy, de Loki, mais aussi de Zoro et de Sanji, plus l'équipage d'Ashrodin. Eux, ça va être le cœur, on va dire, de la plus grosse puissance d'Elbaf, que ce soit du côté de Loki ou que ce soit du côté des Mugiwara. Je trouve que Oda a été très malin de mettre le Monster Trio ensemble parce que je pense sincèrement qu'il a fait exprès d'enlever toutes les forces les plus puissantes et de les mettre dans l'Underworld pendant que tous les autres vont combattre les monstres. Cependant, eux, normalement, ont entendu l'alerte, ont entendu qu'il y a eu un incendie. De toute façon, ils ont vu la personne qui a créé l'incendie. Donc, logiquement, je pense qu'ils vont pas tarder à rejoindre le haut de l'arbre. Cependant, je pense qu'ils vont se séparer parce qu'il faudra bien que quelqu'un reste auprès de Loki. Donc, peut-être que Luffy restera pour tenir un petit peu sa promesse de voilà, faire en sorte de surveiller Loki qui fasse pas de conneries. Et potentiellement, Sanji pourrait y aller. Je pense qu'il utilisera le déplacement aérien pour pouvoir aller où il veut, quand il veut. Et sinon, on aura Zoro qui, lui, par contre, niveau déplacement, ça pourrait être compliqué. Donc, à voir pour l'instant, sachant qu'ils n'ont pas de Sval. Les Sval ne marchent pas dans l'Underworld. Donc, voilà. Bref, on se pose beaucoup de questions par rapport à tout ça, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et toute cette narration, pour moi, à la fin, va se rejoindre en un point unique et logique, qui est tout simplement la confrontation nez à nez avec les chevaliers divins, et de l'autre côté, toutes les forces armées, une fois que tous les monstres de Gillingham seront disparus, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, au niveau du pouvoir de Gillingham, je trouve qu'il est vraiment colossal. Il y a vraiment énormément de possibilités par rapport à son fruit, et au vu de son endurance, j'ai l'impression qu'il peut en invoquer encore et encore. J'ai l'impression que voilà, c'est quasiment illimité. Là, il en a invoqué je sais pas combien qui font des dégâts monstres dans l'ensemble d'Elbaf, ce qui est quand même déjà choquant. Et en plus de ça, il a pas l'air fatigué, il mange tranquillement. D'ailleurs, c'est de la nourriture qui lui donne pas d'énergie. Donc voilà, il reprend pas en endurance. Et pourtant, il est tranquille et je pense qu'il pourrait faire ça toute la nuit si c'était voulu, quoi. Donc à voir jusqu'où il va aller, mais voilà, on a beaucoup de questionnements par rapport à tout ça. Ensuite, il y a le côté traître. Bon, je vais pas revenir trop là-dessus, mais vous avez compris, il y a Gunko qui pourrait
pourrait trahir les chevaliers divins étant donné qu'elle écoute les musiques de Brook, donc ça se trouve elle adore Brook, mais d'un autre côté peut-être qu'elle lui en veut, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, de tout simplement avoir quitté la scène musicale pour rejoindre l'équipage des chapeaux de paille. Donc voilà, peut-être que ça pourrait être une raison pour laquelle Gunko serait méchante entre guillemets envers Brook. Ensuite on a Gillingham avec sa fameuse écharpe blanche, hein. C'est la première fois qu'on voit un ennemi avoir une écharpe blanche, donc est-ce qu'il est vraiment méchant, est-ce qu'il est gentil, je sais pas, mais il y a beaucoup de questions qui se posent. S'il était vraiment méchant, est-ce que Im-sama serait pas au courant du fait que voilà l'écharpe donne des informations sur la personne? Plein de questions qui se posent, mais c'est assez intéressant. Ensuite, on a le fait qu'on n'a jamais vu Gillingham aussi. Ça c'est intéressant. Les gars, oubliez pas qu'on n'a jamais vu Gillingham encore. C'est vrai que là on l'a vu en mode transformé, mais on n'a pas vu son visage, on sait pas à quoi il ressemble. C'est un saint Limoshiv, donc qu'est-ce que ça veut dire Limoshiv? Est-ce que c'est une famille spéciale? Est-ce que ça pourrait être, je sais pas, une race spéciale, hein? Peut-être que Oda cache sa vraie forme pour camoufler une race ou un secret par rapport à son design, ou peut-être que c'est le frère ou la famille de quelqu'un qu'on connaît déjà dans l'œuvre. Donc tout ça aussi, il faut le garder en tête parce que c'est des choses qui pour moi sont très intéressantes. Ok, maintenant on va terminer avec ce robot magnifique, ce robot gigantesque qui date d'il y a plus de 3000 ans. Donc voilà, tout le monde a capté, je l'ai vu sur Twitter, les différentes chronologies. Le robot gigantesque qui vient d'il y a 3000 ans en arrière, qui équivaut au premier monde, le robot Emmet qui lui vient du deuxième monde, donc le siècle oublié, et potentiellement qui aurait un robot aujourd'hui qui viendrait tout simplement de notre époque. Beaucoup pensent à Franky, c'est une possibilité, c'est vrai que c'est possible, peut-être qu'il va devenir ce fameux robot, mais potentiellement que pour moi, je le vois pas comme ça, tu vois. J'ai une théorie dans la tête et je le vois pas tout à fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Emmet c'était vraiment un robot vivant, c'est-à-dire qu'il avait une personnalité, il avait sa propre manière de penser, d'agir, etc., etc. Pour ce robot-là, qui date d'il y a plus de 3000 ans, on sait pas, mais pour le Franky Shogun, ce qui est sûr, c'est que c'est un Megazord. Donc c'est pas du tout un robot qui a une conscience. Ce qui pourrait être possible, les gars, c'est que d'une manière ou d'une autre, grâce à Vegapunk, on lui insère une conscience à l'intérieur. Ça, c'est possible, mais aussi une autre chose, c'est que potentiellement, peut-être que Franky pourrait intégrer les plans de Pluton d'une certaine manière à ce robot Franky Shogun pour justement créer une arme ultime qui, justement, pourrait se transformer en bateau, pourrait se transformer combattant en robot, et du coup voilà, ça reprendrait potentiellement le flambeau justement des armes antiques. Donc ça c'est quelque chose de probable, mais par contre je reste toujours sûr d'un côté que Pluton potentiellement n'est pas juste un navire, tu vois. Je pense que les plans que Pluton a, c'est potentiellement des plans de contre-mesure contre une arme antique, tu vois. En plus, comme on l'a vu dans le chapitre où Franky a donné ses informations par rapport à Pluton, il a dit deux choses très importantes. La première, c'est que voilà, les charpentiers qui ont créé ce navire, entre guillemets, l'ont créé pour justement combattre une arme antique si jamais dans le monde actuel quelqu'un réveillait une arme antique, tu vois. Donc réveiller une arme antique. Donc ça veut dire que si Pluton, si les plans existent, c'est parce que l'arme aussi existe. Ça veut dire que si Pluton doit être créé, donc le Pluton de l'arme de Franky, ce sera pas le même Pluton que un des Plutons qui devait exister à l'époque. Donc voilà, le fait que l'arme qui a servi pour détruire le Luzia pourrait avoir un rapport avec ça parce que elle a les mêmes caractéristiques. C'est une arme qui a été réveillée. Et du coup, comme contre-mesure, logiquement, Franky en tout cas devrait utiliser Pluton. C'est comme ça que l'auteur a donné ces informations, même si on est sûr de rien. Donc voilà, la deuxième information, c'est le côté contre-mesure qui tout simplement montre que voilà, cette arme que Franky va potentiellement créer, c'est une arme de contre-mesure. Ça veut dire que c'est pas les armes antiques qui ont servi pendant le siècle oublié. Ça veut dire que les 3 armes antiques pourraient être beaucoup plus nombreuses, étant donné que si on devait créer des armes à chaque époque, ça fait 3 Plutons différents. Donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des armes antiques de type technologique, il y a des armes antiques de type divinité, comme Shirahoshi, et moi je préfère garder tout ça en tête, prendre mon temps par rapport à tout ça, parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises au vu des armes antiques. Pour moi, je pense que les deux camps auront des armes antiques à la fin du manga, le camp des Tenryubito et le camp de Luffy. Et je pense que potentiellement il pourrait y avoir plus que 3 armes antiques. Moi j'en verrais facile 6, tout simplement 3 divinités et 3 armes technologiques qui pallient, on va dire, au fait que voilà, les armes antiques ajoutent une force colossale. De l'autre côté, je pense qu'il pourrait y avoir la même chose. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc ce robot pourrait avoir un lien avec les côtés armes antiques, le côté peut-être Pluton, je sais pas, j'irai pas jusque là parce que voilà, trop peu d'informations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est récurrent à chacune des guerres. Donc voilà, si c'est récurrent à chacune des guerres, ça doit être quelque chose de vraiment ultime. Donc voilà, j'ai fait le tour par rapport à
à tout ça, hâte de voir un petit peu les technologies qu'il y a à l'intérieur, mais je pense que ça va être légendaire. Et pour terminer avec la théorie du fait que Franky Shogun serait tout simplement le robot d'aujourd'hui, je pense pas que ce soit le robot en l'état, parce que voilà, des robots, on en a vu énormément, hein. On a le robot de Vegapunk, on a les pacifistas, donc les cyborgs pacifistas, on a aussi les robots plutôt d'animaux qui sont présents à Baltimore, donc l'île natale de Vegapunk, et on a aussi les Sea Beast Weapons, donc voilà, il y a tellement de robots pour l'instant que pour moi, ces robots sont pas uniques. Je pense que Emmett était très spécial, je pense que ce robot était très spécial, mais au niveau des robots d'aujourd'hui, je pense qu'il manque encore quelque chose. Il manque une âme, il manque une vie, il manque des informations pour que tout ça soit concret et réel. Donc voilà, on verra bien dans le chapitre de la semaine prochaine, et de toute façon, je vous dirai tout en détail, en temps et en heure. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo d'aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Hâte de voir en détail aussi ce que l'animé va nous réserver. N'oubliez pas, dimanche, c'est le dernier épisode de l'île des hommes poissons et on enchaîne directement avec que des masterclass de la Toei. Donc voilà, est-ce que la Toei va être anime de l'année? Après 6 mois, ils ont pas trop le choix, hein. Franchement, s'ils sont pas anime de l'année après 6 mois de pause, je comprends plus rien. Mais n'oubliez pas, God Valley, l'apparition de Saturne, le flashback de Kuma, le combat Luffy vs Kizaru, bref. Là, à partir de maintenant, je pense que ça va être légendaire. On attend, mais je pense que ça va être légendaire. Surtout quand on voit tous les animateurs qui travaillent dessus. J'ai hâte. On va prendre notre temps, mais ça va être ouf. D'ailleurs, il y a aussi Demon Slayer et Solo Leveling qui sont actuellement sur le podium, qui vont se battre pour la première place cette année. Donc on va essayer de voir, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Oda et aussi l'univers manga en général va nous régaler. Je dirais même l'univers anime va nous régaler en termes d'animation. Donc voilà, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à follow liker pour la team YouTube. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais vous voulez discuter, proposer vos théories, avoir des informations complémentaires ou même, je sais pas, avoir des informations sur le gaming, discuter, bref, vous connaissez. Vous avez le Twitter pour avoir les spoils en temps et en heure, même je dirais en avance. Et sinon, vous avez plein d'autres choses qui vous permettent de soutenir la chaîne, comme les souscriptions. Voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Ça aide de ouf au développement financier de la chaîne. Et voilà, hein, ça aide les concepts, ça aide aussi pour améliorer le matériel. Donc voilà, bref, j'ai fait le tour. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Merci à tous ceux qui soutiennent. Prenez soin de vous et merci encore.